Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plonge pour ce nouvel épisode de Un genre, un jeu. Alors nous allons remonter cette fois-ci dans les années 70, en 1975 plus précisément. Cette année-là, Ken Saint-André découvre avec quelques amis un jeu de rôle qui s'appelle Donjons et Dragons. Alors il est immédiatement conquis par le concept, par ces aventures que l'on peut vivre grâce à son imaginaire, mais il y a un petit peu de truc qui le gênait, c'est à l'époque le côté un peu alambiqué du jeu. Il est vrai qu'à l'époque, Donjons et Dragons était l'héritier direct du wargame et du jeu de guerre à figurines, donc il était un petit peu gêné par tous ces éléments, il n'avait pas l'habitude, surtout l'utilisation aussi des dés polyédriques et tout, il voulait vraiment quelque chose de plus simple. Donc qu'est-ce qu'il a fait? En rentrant chez lui, il a commencé à travailler sur un jeu de rôle, un peu différent, plus accessible, plus pratique, surtout plus facile à jouer puisqu'il se ne joue qu'avec des D6. Et petit à petit, c'est comme ça qu'est né Tunnel et Trolls, la première édition, dans le courant des années 75. Bon, évidemment, c'était resté à un niveau très confidentiel, entre amis, etc. Mais petit à petit, ça s'est développé, sans devenir un hit du jeu de rôle. Tunnel et Trolls a fait son petit chemin au fil des éditions, disons dans les années 80. À partir de cette année-là, il y a un changement qui s'effectue totalement dans la gamme, c'est-à-dire que Ken Saint-André réécrit tout le jeu. Il réécrit tout le jeu, il rajoute des classes de personnages, sans trop compliqué, il étoffe un petit peu son jeu, tout en essayant de garder l'essence même du jeu, qui font la différence avec des autres classiques comme Donjons et Dragons. Alors, qu'est-ce qui vraiment différencie Tunnel et Trolls de Donjons et Dragons, et pourquoi je vous en parle? C'est parce que Tunnel et Trolls, en ce moment, connaît depuis quelques années d'ailleurs une petite nouvelle jeunesse, une cure de jouvence qui doit réjouir l'auteur américain, notamment par Grimtooth édition qui propose pas mal de produits en français, un écran de jeu, il y a même une encyclopédie. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui commencent à se rajouter au jeu, qui fait que le jeu recommence petit à petit à être pratiqué. Alors, les différences avec Donjons et Dragons. Déjà, il n'y a pas de classe d'armure. C'est le premier jeu à vraiment faire diminuer les dégâts, même avant RunQuest, etc. Non pas par la classe d'armure, mais par la protection. C'est-à-dire qu'on gère séparément les dégâts et l'armure. Ensuite, il y a un système de points de sort un petit peu différent, à la fois plus accessible, plus complexe, nous allons le voir dans le feuilletage, de la magie, c'est-à-dire qu'on est loin de la magie ancienne à la D&D, on est plus à une magie où on doit dépenser des points de fluide, et en fonction du niveau du sort, on a un test de mise à l'épreuve, on va voir d'ailleurs en quoi consiste le concept de mise à l'épreuve. Ensuite, il y a un système de gestion de masse des combats, c'est-à-dire que c'est au meneur de jeu, par la narration, de décrire, avec les joueurs aussi, pourquoi pas, comment s'est déroulé le combat, puisque vous allez voir que tout le combat se déroule en une seule phase, ça accélère vachement le jeu. On jette une tripotée de D6, c'est peut-être la grosse différence avec Donjons et Dragons, c'est justement la gestion des combats. Il y a aussi des aventures solo, si le livre dont vous êtes le héros, bon, c'est pas exceptionnel, mais il en existe en français, donc c'est bien pour débuter, commencer à apprendre les règles. Et ensuite, il y a des sauvegardes qui sont un petit peu différentes parce qu'elles sont carrément gérées par les attributs du personnage. Voilà. Donc nous allons voir de suite en quoi consiste cette édition qui est sortie il y a quelques années déjà, qui est la Tunnel et Trolls 8e édition, qui est une édition exclusivement française, parce que c'est une édition, en fait il s'agit de l'édition 7.5 américaine, retouchée et améliorée pour cette version française. C'est Patrick Jay qui en est l'auteur de cette traduction et de l'amélioration. Nous allons tout de suite découvrir en quoi consiste Tunnel et Trolls. A de suite. Alors voilà, on se retrouve devant la 8e édition de Tunnel et Trolls qui, comme je vous l'ai dit précédemment,
est une édition exclusive. La dernière édition anglaise qui existe est la 7.5. C'est une illustration de couverture de Isabelle Danforth, qui a beaucoup dessiné pour Tunnel et Troll. Voilà, on va commencer le feuilletage. Alors, bon, on va passer rapidement sur la table des matières. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus. L'introduction et la création des personnages. Alors là, c'est Kenneth Saint-André qui a un petit avant-propos sur la 7e édition qui a été récupérée, qui a servi de base de travail à Patrice Yael pour cette édition. Voilà. Pour commencer, bon, l'explication du jeu de rôle, etc. Comment ça fonctionne? Alors, la création de personnages. D'abord, il y a les attributs, un peu comme dans tous les jeux de rôle. Les attributs, ce sont les caractéristiques de force, de dextérité, de chance, de vitesse, d'intelligence, de fluide, de charisme et de constitution. Le fluide, c'est quelque chose de très important. Il sert avec l'intelligence comme nous allons le voir, à lancer des sorts. Les personnages ont également des talents. Alors les talents, c'est des talents, nous allons voir qu'un talent, ce n'est pas défini dans la règle, c'est le joueur qui le propose au meneur de jeu. Un joueur de niveau 1 démarre avec un talent. Il choisit la caractéristique qui est associée à son talent, il va lancer un D6 et ça va être la valeur de ce talent. Donc ce talent va augmenter au fur et à mesure que l'attribut du personnage augmente. Les armes, les armures, les sorts, s'il peut lancer des sorts comme les filous et les magiciens, et le paquetage. Voilà. Bon. Il existe des fiches de personnages plus évoluées que l'on peut trouver sur internet pour les télécharger. Le nom, le type, l'espèce, le sexe, bon. Alors à la base, on joue des humains dans Tunnel et Troll, mais des règles d'adaptation ont été créées pour si vous voulez jouer un nain, vous voulez jouer un gobelin, voilà, on va voir ça. Les attributs, la définition des attributs, à quoi sert un attribut? Alors comment on crée un personnage? On lance 3d6, voilà, et on reporte le score dans son attribut, en sachant qu'il y a la règle du triplé. Il y a plus loin la règle de doublé, vous allez voir. Quand on fait un triplé, c'est-à-dire quand on fait un 3 chiffres pareil, on garde ce score-là et on relance encore les 3D. Donc on peut atteindre des attributs, des valeurs d'attributs très élevées. Voilà. On reporte ces attributs ici. Là, vous voyez, donc, Grimoire d'acier, type guerrier, un humain et de sexe masculin ou mâle. Voilà. L'intelligence, la chance, alors je ne vais pas faire les détails de ça parce qu'on reste vraiment dans du basique. Par contre, le bonus de combat. Alors, comme le combat est géré de manière totalement différente par rapport à Donjons Dragons, il y a une valeur une donnée qui s'appelle le bonus de combat. Alors, on prend tous les chiffres toutes les valeurs qui sont au-dessus de 12 dans certaines caractéristiques, c'est-à-dire la force, la dextérité, la vitesse et la chance. Vous faites le total de ça, de ces caractéristiques-là, tous les points qui dépassent 2, et vous avez ce qu'on appelle le bonus de combat, qui va vous ajouter des points de combat lors des mêlées. Voilà. On va voir comment ça fonctionne. La richesse, bon, on lance 3d6 et on multiplie le résultat par 10, le nombre de pièces d'or qu'on dispose. Alors ça va vous permettre d'acheter du matériel au début. Alors les points d'expérience, on démarre avec 0. Les armes, le pactage, là on reste dans du traditionnel. Là on parle des talents justement. Alors dans Tunnel et Troll, vous avez, quand vous faites un test, on appelle ça une mise à l'épreuve. Vous pouvez utiliser l'attribut de base ou vous pouvez utiliser un talent si vous l'avez, qui correspond. Par exemple, acrobatie si vous voulez faire un saut. Si vous choisissez acrobatie comme talent, vous pouvez très bien le faire, le proposer au meneur de jeu. Le meneur de jeu va vous faire lancer un D6 et va vous rajouter votre score de dex à votre talent. Si vous avez 14 de dextérité et que vous faites un 3D, vous avez 17 d'acrobatie. Donc vous rajoutez sur votre feuille du personnage le talent acrobatie. Le mieux c'est marqué dex plus 3 par exemple, plutôt que 17, parce que quand l'attribut change, votre talent change aussi. Alors, création de personnages avancés, alors là si on ne tire pas les G2D, on peut aussi, il est proposé un système dans cette 8e édition où vous avez un nombre de points d'attributs que vous répartissez librement dans vos attributs. Voilà. Moi je préfère la méthode traditionnelle, c'est-à-dire les G2D, mais rien ne vous empêche de choisir celle-ci. Équiper les personnages, vous allez avoir des longues listes d'équipements. Alors l'avantage, pour ceux qui aiment les chiffres et les tableaux,
dans Tunnel et Troll, il y a beaucoup d'équipements, d'armes avec leur prix, leur poids. Voilà. Donc vous avez le poids en unité, le prix en pièces d'argent, les armes courantes. Alors là, un long chapitre sur toutes les armes avec leurs différences. Alors vous voyez que vous avez le D-bonus. Voilà. Alors c'est le nombre de D6 qu'on lance plus un bonus. Par exemple, si en attaque, si vous prenez par exemple, là c'est des armes du style dague, mais si vous prenez une épée, par exemple un cimetière, c'est 4d6. Si c'est un cimetière orc, vous lancez 4d6 et vous rajoutez 4 points. Ça c'est pour le combat. Alors vous avez qu'il n'y a pas de dommages, hein, vous allez voir comment ça fonctionne. C'est très original. Et ça accélère le combat. Alors là vous avez une tripotée d'armes. Hein. Les armes de jet, alors le combat à distance se fait par des mises à l'épreuve, contrairement au combat de masse, combat au corps à corps plutôt. Comme la magie aussi, c'est une mise à l'épreuve, nous allons voir ça. Les armes choc, alors vous voyez, il y a des longues listes, alors vous pouvez équiper votre personnage vraiment de manière très diverse et variée. Les armures, c'est des protections qui ont des poids, qui ont des prix en pièces d'or, mais qui, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, protègent des dommages, c'est-à-dire il n'a pas de classe d'armure, donc il ne compte pas dans la classe d'armure, vous enlevez votre protection au nombre de dommages subis. Par exemple, si vous prenez 15 points de dégâts, l'armure d'écaille, vous en enlevez 9, vous n'en prenez que 6. Il y a des forces requises, évidemment, hein. Un gringalet ne peut pas porter une armure d'écaille. Voilà. Les poisons, il y a des armes à feu aussi dans le Tunnel et Troll, hein. Vous pouvez avoir affaire à des armes à feu. Voilà. Les poisons, le glossaire des armes et des armures, voilà. Un récapitulatif, voilà, il y a pas mal de choses. Hein. Voilà, bon, il n'y a pas énormément d'illustrations, hein. On reste dans une édition très très sobre. Ça nous rappelle tout ça, nos débuts dans les années 70-80 dans le jeu de rôle. Alors les personnages, le citoyen, on ne va pas en parler parce que le citoyen c'est plutôt pour les PNJ, c'est des personnages qui sont tout à fait ordinaires. Les filous, c'est les voleurs. Alors là vous avez chaque personnage, chaque métier dirons-nous, a quelques petits avantages. La filouterie par exemple, c'est un talent. Et les filous peuvent aussi lancer de la magie de manière moins efficace que les magiciens quand même. Les guerriers ont des bonus spéciaux de combat, c'est-à-dire ils ajoutent leur niveau au dommage, au combat je veux dire, et ils ont des bonus d'armure, c'est-à-dire que l'armure protège 1 fois et demi. Je pense que c'est ça de mémoire. Hein. C'est dans le double, pardon, pas 1 fois et demi, le double. Les sorciers, les magiciens sorciers, ils peuvent apprendre des sorts, ils ont des pouvoirs magiques. On va voir comment marche la magie. Voilà. Les spécialistes, alors ça c'était rajouté dans les dernières éditions, il y a les mages spécialisés, c'est-à-dire qu'ils choisissent une école de magie parmi les 4 et ils sont beaucoup plus performants dans cette école magie-là. Il y a les tireurs d'élite, voilà, les meneurs, les parfaits, alors là, si vous voulez jouer des surhommes, vous pouvez choisir les parfaits. Et là, ça a été rajouté les espèces, c'est-à-dire que vous avez un tableau d'adaptation des attributs humains pour en faire une autre espèce. Là, vous avez par exemple, vous multipliez ça par bon, il y a des petites définitions hein, qui ne changent pas vraiment de l'ordinaire de la fantasy et de l'heroic fantasy. Et là, vous avez les coefficients d'attributs pour les espèces principales. Par exemple, si vous prenez un elfe, vous multipliez l'attribut force par votre résultat par 1, l'intelligence est multipliée par 1,5, le fluide par 2, le charisme par 2. Voilà. La constitution va multiplier par 0,67. Oui, c'est précis. Pas 66, pas 68, par 0,67. Il y a quelques petits détails amusants comme ça qu'on se demande où ils ont été chercher ça quand même. Voilà. Le coefficient d'attribut pour les espèces rares. Voilà. Alors, vous pouvez jouer un centaure hein, si vous avez envie de jouer un centaure. Enfin, si votre meneur de jeu est d'accord. Un elfe noir, ça peut être intéressant si vous voulez faire revivre les aventures de Drizzt. Les espèces rares, vous avez les ghouls, les dragons. Bon, donc c'est aussi utile pour le meneur de jeu. Hein. Voilà. Taille et poids. Voilà, en fonction de lancer des dés. Et vous avez en fonction votre taille et votre poids. Voilà.
les monstres, les combats et l'aventure. Alors le système de combat, classement monstrueux est un petit, fait penser un petit peu au dé de vie de Donjons & Dragons, mais en plus simple quand même. C'est-à-dire que un monstre, une créature, a un coefficient monstrueux qui équivaut à son nombre de points de vie. Par exemple, ici, il donne l'exemple, une créature qui a un CM de 156 peut prendre 156 points de dommage avant de mourir. Voilà. Donc, par contre, les monstres n'ont pas que ça. Voilà. Ils ont d'autres caractéristiques. Voilà. Ça s'appelle le bonus de combat, qui est la moitié de leur CM. Voilà. Le spécifie ici, bonus de combat qui est la moitié de leur CM en organisation à l'entier supérieur. Lui, évidemment, il va diminuer au fur et à mesure que le monstre est blessé. Là, vous avez dommages spéciaux aux facultés spéciales. Vous pouvez créer vos propres monstres en fonction du niveau. Vous avez un certain nombre de points à répartir. La liste des monstres. Alors là, ça facilite vraiment la vie du meneur de jeu parce que là, vous avez le nombre de classements monstrueux, vous avez le nombre de points de vie, vous avez les dés de bonus de combat, 15 d6 plus 73, vous avez tout. Voilà. Donc si vous prenez ce monstre, le Cerbère, vous avez tout sous les yeux, vous voyez, ça se résume à pas grand chose, et il est très facile de gérer ça dans les combats. Les harpies, les hydres. Alors là, on reste dans le classique de la fantasy, on est proche du bestiaire de D&D, hein, pas d'illusion. Alors, le combat se déroule en round, voilà. Comme dans D&D et d'autres jeux de rôle classiques, chaque personnage a des valeurs de combat, qui est leur bonus de combat, plus les points d'armes. Voilà, en fonction de l'arme qu'il utilise. C'est-à-dire que voilà, vous avez les dés plus le bonus d'armes. Par exemple, un Scramasax a un potentiel de 2d6 plus 6. Voilà. Plus à cela, vous ajoutez le bonus de combat du personnage. Voilà. Donc le bonus de combat du personnage, vous l'avez vu, c'est dans la création de personnage. Vous avez un bonus qui est équivalent à les valeurs au-dessus de 12, de vitesse, force, etc. Voilà. Ça vous fait un total de points de combat. C'est votre valeur d'attaque. Donc la valeur d'attaque de votre personnage, c'est les points de combat de l'arme, voilà, plus le bonus de combat du personnage. Comment ça fonctionne? Vous allez lancer tous les dés. Tous les personnages lancent les dés. Ils vont faire un score global. Ensuite, le meneur de jeu va lancer les dés de combat de tous les monstres. Une fois que les dés de combat de tous les monstres ont été résolus, on fait la différence entre le camp des personnages et le camp des joueurs. Le vainqueur, la différence est infligée en dommages au camp perdant. Alors là, les personnages, en fonction de leur position sur le terrain, sont libres à eux de répartir les points de dommage dans leur personnage, en sachant qu'ils doivent enlever de ces dommages la protection. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, au final, quand voilà, vous avez, ici, ça peut paraître un peu confus, mais vous avez le décryptage, vous avez la séquence de jeu. Alors, comment ça marche? D'abord, vous avez l'attaque surprise, la magie. La magie, vous allez faire votre mise à l'épreuve de magie. On va voir comment ça marche. Ensuite, il y a la mise à l'épreuve des armes de jet, s'il y a des gens qui tirent. On fait le calcul des dommages de ces deux sections, magie et armes de jet, et on les applique. Voilà. Ensuite, on fait la mêlée de masse. Alors, le meneur de jeu ou les joueurs peuvent décider de séparer en groupes. Imaginons que c'est qu'un seul groupe de personnages qui tape sur un autre, donc il n'y a pas de choix d'adversaire dans la mêlée, c'est un combat général. Chaque camp jette, comme on disait, ses dés de combat. On calcule le total d'attaque des deux camps. On calcule les points de dommage, c'est-à-dire la différence entre le plus haut score et le plus petit score. On soustrait les armures, on retire les armures, voilà. Et ensuite, on commence par réduire la constitution ou le CM des combattants blessés. Donc, il n'y a pas de point de vie, on diminue
on diminue de suite l'attribut. Et c'est en diminuant l'attribut que vous allez voir que, évidemment, l'ACM du personnage va bouger. Voilà. Là, vous avez les principes de combat. Combat de fanfare forcené, certaines races le font systématiquement. Ça permet d'augmenter les dégâts, mais au bout d'un moment, le personnage tombe inanimé, un peu comme du berserk en fait. Hein. Le combat à distance, alors là, vous avez les mises à l'épreuve à bout portant. Alors, les niveaux de mise à l'épreuve, on va voir comment ça marche. Sachez que niveau 1, il faut faire un total de 20. Niveau 2, il faut faire un total de 30, etc. Voilà. Quand vous lancez, vous allez lancer des D6, 2D6. Pour cette mise à l'épreuve. On va voir ça un peu plus loin. D'ailleurs, c'est juste la page d'après. Il vous parle de mise à l'épreuve. Alors, la mise à l'épreuve, c'est tout ce qui est géré en tant que test, sauf le combat en mêlée. On est bien d'accord. Donc là, vous faites une mise à l'épreuve pour sauter par-dessus un fossé, etc. Vous allez faire des mises à l'épreuve pour lancer des sorts. Et en fonction de la difficulté, il y a des niveaux. Voilà. Donc le niveau 1, c'est le meneur de jeu qui décide. C'est facile, il faut faire 20, le niveau 2, il faut faire 30, 25, pardon, le niveau 2, il faut faire 25, le niveau 3, il faut faire 30. Voilà, le niveau, ça grimpe par 5 en fait. Hein. Voilà. Donc, il donne un petit exemple ici, prenons Grimoire comme exemple, il a une chance assez lamentable de 8. Pour réussir une mise à l'épreuve de chance au premier niveau, la barre est fixée à 20 points. On est d'accord, vous me suivez. Donc, il va lancer 2d6. Et il va ajouter ça à son attribut chance. Il faut qu'il atteigne 20. Vous voyez que c'est assez difficile. Mais il y a aussi une astuce. Comme pour les attributs, on peut relancer les dés. Ici, non pas puisqu'on lance 2d6 dans le cas d'un triplé, mais dans le cas d'un doublé. Si vous faites un double 3, vous lancez les dés et vous rajoutez le double 3, c'est-à-dire 6, au résultat précédent. Et c'est sans limite. Vous avez aussi le système de rattrapage de justesse. Le rattrapage de justesse pour les mises à l'épreuve, c'est que vous pouvez rajouter pour réussir votre niveau au G2D. Donc si vous êtes niveau 1, vous rajoutez 1. On ne sait jamais, ça peut servir. Les talents, il y a une petite explication des talents généraux, par exemple, il vous donne des exemples pour ceux qui sont en manque d'imagination. Vous avez les talents spécialisés, jouer aux cartes, désarmer un adversaire. Alors là, il faut choisir vraiment son talent et puis le justifier par rapport à son personnage, évidemment. Hein. Voilà. Utiliser un talent, bon, c'est le même principe. Les points d'expérience, c'est à peu près le même concept voilà, que dans tous les jeux de rôle. Hein. C'est très très mécanique. Voilà. C'est pas ça qui sort je fais sortir le jeu de l'ordinaire, les bonus de niveau, le niveau des personnages. Là, vous avez la grille classique de montée en niveau, les bonus de niveau. Alors là, en fonction, vous avez des bonus, plus vous grimpez, plus vous avez des facultés, des bonus par exemple pour les mises à l'épreuve, notamment pour les rattrapages de justesse, puisque vous rajoutez votre niveau. Quelques conseils, la magie. Alors la magie, ça marche un peu différemment. Ça marche avec le fluide, votre attribut fluide et votre attribut intelligence. Donc il y a plusieurs écoles de magie. Alors à chaque fois qu'un personnage veut lancer un sort, il met son intelligence à l'épreuve à un niveau égal à celui du sort. Si niveau 1, c'est 20 points. Il faut faire 20. Voilà. Et ensuite, il dépense un nombre de points de fluide qui est indiqué par le type de sort, en sachant qu'il peut donner plus d'effet à son sort, lui amener plus de puissance, et à partir de là, il va dépenser plus de points de fluide. Voilà. Parce que la résistance fluidique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lancer un sort d'attaque ou quelque chose si quelqu'un qui a un niveau de fluide plus supérieur au sien. Voilà. Fluide courant, parce qu'il peut descendre. Alors là, vous avez quelques objets magiques qui peuvent vous servir. D'autres règles, des petits détails de règles. Le livre des sorts. Et là, vous avez comment ça fonctionne. Par exemple, vous avez le sort de boulet mort, le DLM. Alors là, vous avez le côté un petit peu humoristique à l'origine de la création du jeu, c'est-à-dire pas très sérieux. Ken Saint-André est un farceur. Donc vous avez Toc Toc, c'est la magie cosmique. Là, de boulet mort, c'est le DLM. Donc là, c'est en coup en fluide, ça vous coûte 10 de fluide si vous lancez ce sort, ce qui est pas mal si vous êtes niveau 1 par exemple. La portée est 3 mètres, 2 tours. On peut augmenter le niveau supérieur, c'est-à-dire on peut augmenter la puissance du sort. Voilà, et le squelette surgit de sort, etc. Voilà. Alors là, c'est un sort de niveau 1, donc il faut, par exemple, si vous êtes niveau 1, avec votre test d'intelligence doit atteindre 20.
test qui est une mise à l'épreuve. Tiens, le voilà, ça c'est de la barbe, alors c'est assez rigolo quand même. Il sort de deuxième niveau, il sort de troisième niveau, il sort de quatrième niveau, de cinquième niveau, ça devient un petit peu moins, et il sort de sixième niveau, septième et huitième niveau. Voyez, on peut aller assez loin, neuvième et dixième niveau. Tunnel et Troll, c'est pas un jeu de rôle qui vous amène au niveau 3 ou 4 et vous tournez la page, hein, c'est fini. Hein. Non, Tunnel et Troll, là vous avez une fiche de personnage définitive, celle de la version 8, un peu plus jolie que celle qui est dans le livre, c'est-à-dire que là vous avez tous les détails, le poids maximum, le poids porté, le poids maximum évidemment qui est en fonction de votre force, les langues, les talents, parce qu'au fur et à mesure que vous allez grimper en niveau, vous démarrez avec un seul talent, mais vous allez en avoir plus. Voilà. Et bon, les aventures jouées, les possessions, une jolie illustration. Et voilà. Là, vous avez vu en quoi consiste le livre de base de Tunnel et Troll. C'est un livre qui permet de rentrer de suite, il y a tout. Bon, il n'y a pas d'aventure, mais vous allez voir, vous traînez un petit peu sur le web, vous allez trouver pas mal de petites idées de scénarios, voire des scénarios. Vous pouvez prendre directement sur le site internet français de Tunnel et Troll. Donc vous avez ici, vous allez avoir ici l'adresse. Et puis bon, moi j'aime bien ce jeu, à jouer de temps en temps. On a fait quelques petites séances et c'est divertissant, ça change un peu. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'au niveau, même s'il y a quand même pas mal de calculs arithmétiques, notamment quand on jette tous ces D6 pendant les combats et qu'on fait le total, finalement c'est une gymnastique qui va très très vite. Et au final, les combats sont très rapides, très toniques. Par contre, ça peut se résumer à des lancers de dés, et ce serait dommage, vu que c'est des combats qui se déroulent en masse, et il est toujours agréable que le meneur de jeu rajoute un petit peu de narration pour décrire l'action, et que les joueurs rajoutent leur petit grain de sel. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de Tunnel et Troll, un jeu que je trouve vraiment très sous-estimé, vous a plu, et que vous avez découvert le jeu. Un genre à jeu, c'est un peu fait pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le signaler avec des petits pouces en l'air en dessous là, et aussi de partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à Guerre et Plomb TV. À bientôt.